Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce frais matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, chers amis internautes, j'ai convié en plateau Jean-Marius Gbenou-Ressou. Il est maître S-lettres de philosophie, spécialiste de l'éthique et de la politique. Il est un acteur politique soutenant les actions du gouvernement. Face à lui, j'aurai Euloge Semassa Lizeme, professeur certifié de sciences physiques. Il est syndicaliste, il est un acteur politique qui a démissionné d'un parti politique soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Avec eux, nous parlerons de cette révision de la Constitution, notamment également ces tournées qui sont engagées par les acteurs de la mouvance présidentielle au profit de la révision constitutionnelle. Mais avant de les retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion qui, ce jour, poursuit les échanges entamés hier. Ce jour, je serai avec Atifa Olafa, je serai avec Romaric Disco Gbenou, Anel Vianney-Tohou et Elisabeth Iladia. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle des prévisions pour le fonctionnement de l'État pour le compte de l'année 2026. Ministère ambition en hausse. Le Canard écrit que dans la perspective de l'adoption de la loi de finances 2026, nous assistons depuis peu au balai des ministères devant la représentation nationale. Le mieux qu'on puisse retenir est que les ambitions sont revues à la hausse dans plusieurs secteurs. Retrouvez l'article du journal qui renseigne à la page 3 de sa livraison. Révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle attendue sur plusieurs recours. Côte d'Ivoire, 4e mandat pour Alassane Dramane Ouattara. Législative, les grands absents de la liste, les démocrates et les vraies raisons vous sont livrés par L'Informateur. À l'oreille droite, journal et école, décès de Rigobert Coutonnet, les condoléances de la Fédération béninoise de football. Un article qui convie les lecteurs à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin manchette, parle de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le défilé des ministres se poursuit devant la dite commission, précise le Canard. Il écrit 6 ministres pour 7 départements ministériels ont défendu leur projet de budget. Retrouvez des précisions aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin:
Novembre bleu, les boissons qui protègent votre prostate vous sont livrées à la page 7. Le matinal ce matin, révision de la Constitution béninoise, les compétences de la Cour constitutionnelle clarifiées, la sécurité juridique et l'équilibre des pouvoirs désormais garantis. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Budget du ministère du cadre de vie et des transports pour 2026, plus de 455 milliards de francs CFA pour relever de grands défis. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Matin libre ce matin en manchette, mouvance présidentielle pour ses députés. La pré-révision a un goût amer. De quoi parle le canard? Retrouvez des détails sur son article à la page 3 de sa livraison. On lit à présent le potentiel. Présentation budgétaire à l'Assemblée nationale hier. José Didier Tonato défend 455 milliards 700 millions de francs CFA pour les routes, l'urbanisme et l'habitat, un budget axé sur les infrastructures, l'assainissement et la gestion environnementale. Choix de gouvernance et positionnement sur la liste de candidatures en 2026. Talent Toko, une trajectoire d'amitié abîmée. De quoi parle le titre? L'article écrit qu'un jour pour se rencontrer, tisser des relations, découvrir des centres d'intérêt communs et construire des valeurs à travers l'amitié, puis un jour, pièce par pièce, tout commence par s'écrouler. Dans les relations humaines comme en politique, le détricotage de tout et absolument tout ce qui a pu unir deux amis peut s'amorcer en douce. De quoi parle le canard? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Forces armées béninoises, suspension et salaire coupés pour plusieurs militaires pour désertion. On peut lire également à la une du même canard ce matin, 93e Assemblée générale d'Interpol, notamment, c'est une Assemblée générale des polices, notamment d'Interpol à Marrakech. Le directeur général de la police républicaine, Brice Kokou Aloanou, représente le Bénin. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, route, logement et ville durable. Le ministre José Didier Tonato dévoile son budget 2026 en hausse. 455 milliards pour désenclaver les communes et construire des logements. Adj 2026 pour faciliter les passeports. Le gouvernement Talon se déplace dans les départements. L'événement précis, poursuite de la tournée d'explications sur la révision constitutionnelle. Députés, préfets, maires, ministres et autres éclairent les Béninois sur la loi votée. L'honorable Hassan Seibou, co-auteur de la proposition de loi, édifie les populations de Basila. Le gouvernement tient à lever toute incompréhension, insiste Médégan Fagla à l'étape de Cotonou. D'importantes précisions fournies aux populations à Wessé et Pobet. Des détails aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, mandat présidentiel. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Liandrongbeji, évoque les vraies raisons du septennat accordé. Visite des membres du programme ABP dans la zone industrielle. Plusieurs grands acheteurs africains descendent à la zone industrielle de Glodjigbe. Prévision budgétaire du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année 2026. Véronique Toinfodé présente un budget avec une hausse historique de 63%. Aurélie Adam Solé-Zoumarou annonce 27 milliards 200 millions de francs CFA pour réduire la fracture digitale. Une enveloppe de 455 milliards de francs CFA pour le cadre de vie et les transports en 2026. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, parle de la commission de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Abdoulaye Diop et les partenaires techniques et financiers, PTF, examinent le plan Impact 2030 ce jeudi. Retrouvez les enjeux à la page 3. Réforme au Bénin, des perspectives économiques solides à l'horizon 2045, communique l'Économiste. Le Télégramme, projet de budget de l'État au Parlement. Le ministère du cadre de vie et des transports obtient 455,7 milliards de francs CFA. Fortuné Alain Nouati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, rassure les députés sur les défis sécuritaires. Un budget de 210 milliards de francs CFA pour l'enseignement primaire, 175 milliards de francs CFA pour l'énergie et l'eau en 2026. On peut lire également à la une du Canard ce matin.
État-major général des armées, le lieutenant de vaisseau-major Srifatou Bouhari, aux commandes du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, Armand Assobaga, à la tête du centre de formation militaire de Bembereke. Révision de la Constitution, plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle, précise le Canard. Législative de 2026 au Bénin, les 48 candidates de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain pour les sièges réservés aux femmes sont à découvrir à la page 10 de la livraison. L'investigateur du jour, absence de Éric Rondeté sur la liste de les démocrates aux législatives prochaines, au-delà de la raison servie, de quoi parle le Canard, lisez des détails dans les colonnes de sa proposition. Violence basée sur le genre, l'Institut national de la femme, INF, lance 16 jours de campagne de sensibilisation. Le Canard écrit que l'Institut national de la femme a lancé ce mardi 25 novembre 2025 à Cotonou la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Placée sur le thème « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles », la campagne met l'accent sur l'urgence de lutter contre les violences en ligne, devenue l'une des premières. On peut lire également à la une de l'investigateur du jour de ce matin. Bénin, un conducteur de taxi-moto communément appelé Zemidjan, tué dans une attaque au couteau à Abomey-Calavi. Le récit du drame est à lire dans les colonnes de la proposition. Le Patriote, ce matin en manchette, Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, je cite, que plus personne n'est à souffrir pour avoir parlé dans ce pays. Fin de citation. Le Canard écrit qu'il exige un bilan de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et des autres tribunaux d'exception. Retrouvez des détails sur ces propos retranscrits et décryptés à la page 3 de la livraison. On lit à présent l'emblème du jour, lutte contre les violences basées sur le genre. Claudine Afiavi-Prudencio, une voix qui libère les silences. Législative de 2026, mobilisation féminine au Bloc républicain. Alimatou Badarou, la force des femmes républicaines. On lit toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, révision constitutionnelle au Bénin. Akhenatonde, une réforme pour moderniser et apaiser notre démocratie. On lit à présent Libération. MEC 2026, opération spéciale de distribution de passeports ordinaires biométriques. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique publie le calendrier. On lit à présent Soleil levant, Bénin, conflit d'intérêts dans les marchés publics. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET appelle à la vigilance. Mario et l'homme méthode nous rappellent des sanctions légales sévères. Retrouvez des détails à la page 7. Dabarou à présent pour les nombreux progrès accomplis sous le régime de la rupture. Les cotonculteurs du Bénin célèbrent Talon et déclarent le soutien au duo Wadaï-Talata. On lit à présent Adiaché News pour conclure. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le ministre José Didier Tonato défend pour 2026 des prévisions de 455,7 milliards de francs CFA pour le cadre de vie et les transports, 175,2 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets ambitieux dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. On lit toujours à la une du même Canard ce matin, conseil municipal de Porto Novo, un budget de 7,7 milliards de francs CFA assorti d'importantes recommandations adoptées pour 2026. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. À Parakou, l'université ESAE a donné le top ce lundi de la nouvelle année académique. Une rentrée pas comme les autres, puisqu'elle marque également les 10 ans de présence de l'institution dans la cité des Kobourou. Entre bilan, ambition renouvelée et message de rigueur adressé aux nouveaux étudiants, retour sur une cérémonie placée sous le signe de l'excellence au micro de nos reporters. Comme un rituel désormais bien ancré, ESAE Parakou a renoué ce lundi avec la tradition du lancement officiel de la nouvelle rentrée académique. Une cérémonie empreinte de solennité placée sous le sceau de l'excellence qui marque aussi 10 années de présence et d'engagement de l'institution dans la cité des Kobourou. Le corps administratif a saisi l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux promoteurs du groupe ESAE, spécialement déplacés pour la cause. Il a également rappelé le chemin parcouru depuis une décennie. Octobre 2015, octobre 2025, exactement 10 ans que cette aventure de l'école supérieure d'économie, d'administration
de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, en abrégé ESAE, a pris son départ ici à Parakou. 10 ans de vie, 10 ans d'expérience, 10 ans de souffrance, 10 ans d'espoir. Et nous inaugurons aujourd'hui une autre période de 10 ans. Les étudiants, quant à eux, ont aussi adressé leur mot de bienvenue et ont réaffirmé leur ambition pour cette nouvelle année. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole en tant que délégué général à l'occasion du lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 ici à ESAE. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de tous les étudiants notre profonde gratitude aux fondateurs et l'équipe dirigeante pour leur engagement constant en faveur d'une formation de qualité centrée sur l'excellence, la discipline et la réussite. Cette nouvelle année académique est une opportunité pour chacun d'entre nous de se dépasser, de se recentrer sur ses objectifs et de contribuer à l'image d'une école dynamique, sérieuse et tournée vers l'avenir. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une excellente rentrée à tous les nouveaux étudiants. Vous avez fait le bon choix en regagnant ESAE, une institution où l'ambition rencontre la rigueur. ESAE, c'est le chemin de l'emploi. ESAE, c'est le chemin de l'expérience. ESAE, c'est le chemin de la compétence. Des mots forts venant du corps enseignant, déterminés à accompagner les étudiants vers des résultats concrets. Avoir un parchemin et avoir de l'emploi, c'est la chose la plus recherchée. Après son bac, où s'inscrire et avoir une formation de qualité, c'est la chose la plus recherchée. Mais vous avez eu la chance, j'appelle ça le privilège, d'avoir le fondé son équipe qui a envoyé ici l'annexe de ESAE pour vous former, vous équiper, vous donner la connaissance, la compétence afin que vous soyez aptes, aguerris pour l'emploi, pour le marché de l'emploi. C'est le moment pour moi de vous dire, de vous prendre au sérieux dans le travail, dans les études, dans les conseils, dans les coachings, afin de vous insérer, afin d'avoir non seulement la compétence nécessaire, mais aussi la chance d'être inséré sur le marché d'emploi. Lors de sa prise de parole, le promoteur du groupe ESAE a exhorté les nouveaux étudiants à respecter les règles de la maison et à s'investir pleinement dans leur formation. Un message clair, la réussite n'est pas un hasard, elle se construit. La tradition que vous devez retenir quand on est à ESAE, c'est une tradition de l'excellence que nous cultivons de génération en génération. Alors, lorsque vous mettez pied dans cette école, vous allez voir comment le rythme de travail vous étreint, vous accule, vous prend au pas de charge. Évidemment, c'est comme ça nous formons. Ça vous étonnerait que peut-être dans d'autres écoles, on va à l'école le matin et le soir on est à la maison et vous dites mais comment? Moi j'ai mes camarades, quand ils vont le matin, le soir ils ne vont pas à l'école. Pourquoi on travaille trop? Mais parce que vous comprendrez plus tard, bien plus tard quand vous serez dans l'administration ou à vos propres charges ou dans vos affaires, que personne ne travaille le matin pour se reposer le soir. Parce que quand vous prenez de très mauvaises habitudes, c'est évidemment ce qui vous accompagne toute votre vie. Mettez-vous dans la tête que vous êtes venu construire votre vie. Vous êtes venu bâtir l'excellence. Que point de place pour le repos. Et pour ESAE Parakou, cette rentrée n'est pas une ouverture de plus, c'est une promesse renouvelée. Former autrement et former utilement. Une décennie derrière, mais l'avenir solidement en marche. Ce mardi, en présence de membres du gouvernement, des députés et de ses partenaires, l'Institut national de la femme a lancé la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'objectif est de sensibiliser contre les violences numériques et ce du 25 novembre au 19 décembre 2025. Francis Farami y était, suivant son récit.
25 novembre au 10 décembre 2025. 16 jours pendant lesquels les équipes de l'Institut national de la femme prendront d'assaut les communes et hameaux béninois pour une campagne de sensibilisation. L'objectif, mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Des violences qui, selon la présidente de l'Institut, a des impacts indéniables sur la croissance économique du pays. À force de subir du harcèlement en ligne et de faire face à des comportements inappropriés de la part des clients masculins, certaines femmes limitent volontairement leur présence en ligne. Et cette autocensure se traduit par des pertes d'opportunités de vente et de clientèle. Les plus courageuses prennent des mesures de précaution, telles que filtrer les clients, demander à quelqu'un d'autre d'intervenir lors des rencontres, limiter les interactions, ce qui implique du temps, de l'énergie, voire des ressources matérielles, et partant, la réduction de leur efficacité et de leur rentabilité. Pour les ministères en charge du numérique, des affaires sociales et de la microfinance, ces 16 jours d'activisme répondent à un besoin, occasion pour eux de féliciter l'institution. Nous sommes réunis pour refuser l'idée que le cyberespace puisse devenir la zone grise de l'impunité, pour affirmer ensemble que la dignité d'une femme doit être respectée par chacun, partout, y compris derrière un écran. La volonté politique au plus haut niveau est forte pour nous donner les armes nécessaires pour éradiquer ou réduire considérablement, en tout cas, l'impact du fléau des violences qui sont faites aux filles et aux femmes, violences qui ont été pendant longtemps banalisées. C'était le lieu également pour les partenaires techniques et financiers de réitérer leur engagement vis-à-vis des différentes actions de l'Institut. Cette année, la célébration est placée sous le thème mondial « Tous unis » pour mettre fin à la violence numérique faite aux femmes et aux filles. Nous savons que la discrimination à l'égard des femmes et des filles et les violences qui en constituent la manifestation la plus grave demeurent alarmantes dans tous les aspects de la vie. La campagne de ces jours d'activisme n'est pas qu'un moment de plaidoyer. C'est un appel à l'action et à la responsabilité collective, un appel à faire de chaque espace numérique un espace sûr. C'était aussi un appel à soutenir les victimes et les survivantes, un appel à éduquer les jeunes. Il s'agira pendant ces 16 jours de procéder entre autres à la production et à la diffusion de différents programmes interactifs dans plusieurs médias communautaires. Nous mobiliserons les émigrants et les précis qui porteront notre message à travers les 12 départements dans les villes et zones périurbaines. Personne ne sera laissé à l'écart. Pour finir, place à quelque chose d'assez symbolique et puissant. Nous renforcerons l'autonomie physique des femmes et des filles par des séances d'initiation à la self-défense organisées au siège de l'Institut national de la femme. Il convient de le notifier, cette campagne démarre le jour de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et se termine le 10 décembre, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Merci beaucoup. La sagesse de la parole à Gisèle Dracon. La révision de la Constitution adoptée le 15 novembre fait face à une contestation croissante. Des députés et plusieurs citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle, évoquant des irrégularités lors des sessions parlementaires, dont une coupure d'électricité jugée incompatible avec un vote d'une telle importance. D'autres recours dénoncent le non-respect de certaines procédures prévues pour initier une révision. La Cour constitutionnelle examinera l'ensemble des plaintes ce jeudi 27 novembre. Une dernière actualité à l'international pour boucler en Côte d'Ivoire. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les autorités dressent un bilan préoccupant. Plus de 1200 cas de viol et d'agressions sexuelles ont été enregistrés en 2024. Si Abidjan concentre 12% des signalements, les violences sont également très présentes à l'intérieur du pays. Dans la juridiction de Korogo, au nord, plus de 150 dossiers de viol ont été traités pour la session judiciaire 2024-2025, poussant les autorités à appeler à une mobilisation générale. Selon la Ligue ivoirienne des droits des femmes, de nombreuses victimes ne portent pas plainte, notamment en zone rurale en raison de l'éloignement des services de sécurité, mais aussi de manque d'informations sur leurs droits. Pour y répondre, le gouvernement a déployé 95 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre,
et a mis en place un numéro vert, le 1308, pour orienter les victimes vers les services appropriés. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la page des sports, dans l'actualité sportive ce matin. Cette information liée à la CAN 2025, la Confédération africaine de football a officialisé la liste des arbitres retenus pour participer à la CAN Maroc 2025 et 2 Béninois y figurent en bonne place. Le juge central Louis Ounyandande et l'assistant Ulrich Eric Aïmavo feront partie des 73 officiels mobilisés pour la compétition. C'est une reconnaissance qui illustre la montée en puissance de l'arbitrage béninoise sur la scène continentale. Cette compétition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la CAN réunira 24 nations, dont le Bénin, qualifié pour cette édition de la compétition au Maroc. Et puis les billets pour assister au match de cette CAN sont désormais disponibles via l'application Yala. La Fédération béninoise de football informe le public sportif béninois que la billetterie officielle de la CAN Maroc 2025 est ouverte. Les tickets sont accessibles exclusivement sur l'application Yala, et pour y accéder, il faut télécharger l'application sur Google Play Store ou App Store, créer votre compte et obtenir votre Fan ID indispensable pour la suite du processus. Si nécessaire, déposer une demande de l'e-visa via l'application. La FBF invite tous les supporters béninois à soutenir notre équipe nationale lors de cette compétition continentale. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Fédération béninoise de football au 01 43 72 et 2 fois 71. Pour finir, c'est la page des sports de ce matin. La Fédération béninoise de football a informé à travers un communiqué du décès d'une figure du football béninois. La grande famille du football béninois est à nouveau en deuil. C'est avec consternation pour livrer le communiqué et douleur que nous avons appris ce jour, mardi 25 novembre 2025, le décès de Rigobert Cotonet, président du club Akanké de Tchéti, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Au nom du président Mathurin de Chacus, président de l'administration du football béninois au Bénin, et en mon nom propre, nous présentons les condoléances les plus attristées. En ton nom propre, c'est communiqué du décès. En ton nom propre. Ah oui, ça. Tu n'as rien préparé, tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit en ton nom propre, tu veux présenter les condoléances. Amis sportifs, on finit par cette information liée au décès d'une figure du football béninois. La grande famille du football béninois est à nouveau en deuil. Communiqué signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. C'est avec consternation et douleur que nous avons appris ce jour, mardi 25 novembre 2025, le décès de Rigobert Cotonet, président du club Akanké de Tchéti, ancien secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Au nom du président Mathurin de Chacus, de son comité exécutif et en mon nom propre, nous présentons les condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à la famille du football à laquelle il avait appartenu. Rigobert Cotonet a servi la fédération avec dévouement et professionnalisme. Son travail et son engagement ont contribué à l'évolution du football béninois. Nous lui rendons hommage et nous prions pour le repos de son âme. Que son âme repose en paix. Union de prière, peut-on lire. C'est un communiqué fait à Porto Novo le 25 novembre 2025, signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. C'était la dernière information pour la page des sports de ce matin. Merci de votre attention.
Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, l'expression à découvrir est chier une pendule. Chier une pendule est une expression familière qui signifie faire toute une histoire pour pas grand chose, réagir de façon exagérée ou encore dramatiser une situation banale. L'expression apparaît dans le français familier du XXe siècle dans la veine d'autres formules imagées visant à amplifier une réaction trop intense. Exemple, tu as oublié d'éteindre la lumière, pas besoin de chier une pendule ou encore des clients un petit retard, elle chie une pendule, c'est épuisant. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques conseils pour la manipulation de certains aliments. 1. Si vous avez mis trop d'huile dans votre soupe ou votre sauce, mettez tout simplement un glaçon dans une cuillère et plongez-la dans la soupe ou la sauce. La graisse se fige et s'enlève facilement. 2. Si vous avez cuisiné du riz et c'est devenu trop liquide, eh bien, posez une tranche de pain là-dessus. Ce dernier absorbera l'excès d'eau. 3. Cassonade durcie, couvrez-la d'un papier légèrement humidifié et chauffez 20 secondes au micro-ondes. Vous verrez, les blocs disparaîtront en un rien de temps. 4. Huîtres impossibles à ouvrir, tenez-les avec une pince et chauffez légèrement, elles s'ouvriront toutes seules. Enfin, dernier conseil, votre glace a fondu, mélangez-la avec un peu de farine à haute teneur en gluten, versez dans un moule et faites cuire au four. Vous obtiendrez un gâteau glacé délicieux. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique prénom du jour. Ce jour, on parle des prénommés Delphine. Alors, le prénom Delphine est d'origine arabe et latin. Ce prénom veut dire tout simplement dauphin. On retrouve Deline au sein des prénoms dérivés de Delphine. Tout individu nommé ainsi sera célébré ou fêté le 26 novembre. La personnalité liée à ce prénom, Delphine. Delphine est un individu connu pour être tendre. Ce prénom est porté par une personne romantique ainsi que douce en demande d'amour et d'affection au quotidien. Parfois trop impliquée, Delphine est également investie dans toutes les relations. Delphine est un prénom très ancien dans l'Hexagone. On l'y retrouve pour la première fois en 1900. Delphine a pour sainte Delphine de Sabran. Celle-ci a vu le jour dans les années 1200. Les symboles associés à Delphine à présent, nous avons la couleur jaune, le signe astrologique c'est le scorpion, numérologie 2. Le métal or, leur pierre précieuse, c'est le saphir. Chiffre fétiche de Delphine, c'est le chiffre 1. Parmi les prénoms dérivés, nous avons Delphine écrit avec FI, nous avons Delphine écrit avec Y, nous avons Dauphine également. Prénom composé, Marie-Delphine ou encore Anne-Delphine. C'est un prénom à éviter avec un nom qui commence notamment par N. Voilà, nous souhaitons un très heureux anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui, notamment les Delphines. Le panel de discussion, nous poursuivons les échanges d'hier. Je suis avec Atifa Olafa qui est revenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Romain Guizgoulou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et bonjour à Neldo. Bonjour. Merci également d'être là. Alors Neldo, je vais commencer par vous. Dites-nous, selon vous, à quel moment une amitié peut virer à une compagnie toxique et maladive? Est-ce que l'ami qui est jaloux, est-ce que l'ami qui est possessif est un bon ami? L'ami qui est possessif est un bon ami. L'ami qui est jalouse, et ça c'est un problème parce que la jalousie c'est... Et l'ami qui est jaloux? La jalousie est négative.
Donc déjà, l'ami qui est... Toutes les fois, pour vous, la jalousie est négative. Oui, la jalousie est forcément négative parce que ça n'a pas des impacts positifs, du tout pas. Donc la possessivité de l'ami est une preuve d'amour parce que si la personne ne m'aime pas, la personne ne va pas vouloir être avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, à quel moment ça quitte cette possessivité, ça devient de la jalousie. Et c'est quand cette personne, cet ami, l'ami là ne prend pas de la hauteur pour savoir que être meilleur ami, être possessif ne veut pas forcément dire je dois me passer de tout, je dois arrêter de vivre en dehors d'elle, ou bien je dois forcément vivre uniquement avec elle. Donc quand l'ami ne comprend pas cela, l'ami ne se met pas dans la tête qu'il arrivera des moments où je serai en contact avec d'autres, je vais pouvoir partager mon temps avec d'autres, et que l'ami là se dit c'est mon ami ou rien. Là la possessivité se transforme en jalousie et ça devient dangereux parce que ça peut on peut carrément dire que c'est une maladie parfois, et ça peut même pousser votre ami à faire du mal à votre entourage juste pour rester avec vous. Juste pour rester avec vous. Elisabeth Iladja, est-ce que, même question pour vous aussi, est-ce que pour vous, un ami qui est possessif, un ami qui est jaloux, est-ce qu'il est un mauvais ami, est-ce qu'il est un ami à bannir? Question Carmen. Moi, je pense que non. Parce qu'en réalité, on est possessif ou même jaloux parce que bon, on ne veut pas perdre quelqu'un en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'un ami, ça dit que c'est quelqu'un qui te connaît d'abord. La personne sait bon comment tu es. Donc la personne n'a peut-être pas envie que bon on prenne des chemins qu'on regrettera demain peut-être. Donc la personne essaie d'être là et parfois même et ce n'est pas de la jalousie mais on pense que c'est de la jalousie en fait. Ce n'est pas de la jalousie mais on pense de la jalousie. Mais c'est quoi, c'est pas de la jalousie? C'est une preuve d'amour, c'est une autre forme d'amour qui est manifestée ou quoi? Bon, quand la jalousie, moi je pense plutôt que quand on est jaloux, tant qu'on ne pense pas à faire du mal à l'autre, je pense que c'est acceptable. C'est acceptable. Atifa, à la fin, hier, vous avez dit la jalousie est une preuve d'amour. Peut-être. Alors, peut-être une preuve d'amour. Alors, à quel moment cette jalousie-là devient toxique? Alors, cette jalousie devient toxique au moment où vous devenez possessif ou possessive, au moment où vous voulez contrôler tous les faits et gestes de vos amis. Vous savez, on a de ces amis-là qui ne supportent pas de vous voir, ne serait-ce que rigoler avec d'autres personnes, alors que je pense que la meilleure façon d'exprimer son amitié envers quelqu'un, c'est de laisser cette personne être libre de ses choix. Il y a des amis qui veulent toujours tout savoir, veulent toujours tout contrôler et même impacter même vos propres décisions. Alors que lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, c'est d'abord votre propre comportement, votre façon d'être qui fait que votre amitié se solidifie, qui fait que cette personne-là s'attache à vous, qu'elle le veuille ou qu'il le veuille ou non. Et un ami possessif, c'est en aucun cas une preuve d'amour pour moi parce que à un moment donné, vous tendez vers une relation toxique. Parce que vous le vouliez ou pas, il arrive que vous posiez des actes, que vous ayez des comportements qui poussent l'autre à ne plus être libre de ses propres choix, de ses propres mouvements. Et pour moi, la possessivité en amitié, c'est très toxique. Quelle est la toxicité de cette relation? Comment elle se manifeste lorsque vous dites qu'on verse dans une relation toxique? Déjà, elle se manifeste par le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir être tout le temps présent dans la vie de votre ami. Vous savez, il y a des amis qui vous en veulent même quand vous êtes absent. Il y a des amis qui vous en veulent juste parce que vous n'êtes pas là. Alors que peut-être les circonstances... Est-ce que ces comportements-là constituent des faits toxiques? Oui, parce que ça commence tout doucement. Même sans le vouloir, ça commence tout doucement. Un ami possessif, peut-être autrefois, il n'était pas comme ça. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé par nourrir des sentiments, même au-delà de l'amitié. C'est quelque chose qu'on ne saurait pas expliquer. Mais vous avez de ces amis-là qui vous aiment d'un amour fou, au point où vous vous demandez, mais attends, tu m'aimes, mais laisse-moi faire telle chose. Tu n'es pas obligé de pouvoir tout contrôler. Il y a des amis qui ne savent pas comment contrôler ce genre de sentiments. Et c'est une maladie. Ça commence tout doucement, même sans le savoir. Il faut juste être lucide pour détecter ces petits signes. Alors, Romain Kiscogonou, on parle de possessivité, on parle de caractère possessif. Mais est-ce qu'un parent qui est possessif est toxique? Voilà, là c'est une belle question. Parce que lorsqu'on dit que la jalousie, elle est négative,
et que la possessivité, elle ne l'est pas, je ne comprends pas. Parce que si on prend le cas des parents qui veulent toujours nous contrôler, qui veulent toujours avoir raison de nous, tout savoir de nous, on ne peut pas dire qu'ils sont possessifs, ils sont dans leur rôle. Et l'ami avec qui vous marchez. Et l'ami qui veut savoir vos faits et gestes. L'ami avec qui vous êtes, vous avez accepté être des amis. Et si vous avez accepté être des amis, c'est que vous avez accepté partager des choses ensemble. Moi, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire d'avoir des amis si vous ne pouvez pas partager. Non, mais après, tout, pas pour tout vous ensemble. mais c'est pas parce qu'on est justement, amis qu'on accepte tout, qu'on doit tout encaisser. À un moment donné, il y a des limites, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que votre ami va se comporter mal. Vous allez dire, au nom du fait que vous êtes amis, vous ne dites rien, vous acceptez, vous encaissez. Non, mais vous créez une rancune, même sans de la même manière tout que doucement. Atifa disait que un ami qui veut à tout prix impacter mes choix ou décisions, par exemple, ou un ami qui se fâche parce que bon, je n'étais pas présente pour lui, par exemple, je pense que c'est tout à fait normal. Parce qu'en réalité, si peut-être que l'ami est tout le temps présent pour moi et entièrement et soutenant, c'est-à-dire que même de petites cérémonies, l'ami est tout le temps présent que moi, par exemple, maintenant, il m'invite, par exemple, que c'est toujours moi qui suis occupée. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que l'ami se fâche. Et puis quand l'ami veut à tout prix avoir un mot à dire sur les décisions que je prends pour ma vie, par exemple, je pense que ça aussi c'est normal. Parce que si je fais de mauvais choix et que, bon, et après, je me vois, je ne sais pas trop, je suis trop triste, par exemple, ou que je commence à pleurer, c'est lui qui sera là pour me consoler. Et puis, ça va nous affecter peut-être. Parce qu'en réalité, peut-être que, bon, on avait prévu peut-être passer un bon moment ensemble, mais là, je suis en train de pleurer, il sera là à me consoler. Donc, la prochaine fois, quand je vais vouloir prendre des décisions, par exemple, il va vouloir forcément savoir ce que je fais. Et puis, peut-être avoir même le dernier mot, parce que c'est que, bon, Elisabeth, par exemple, n'est pas douée pour prendre de bonnes décisions, par exemple. Vous avez sorti un nœud tout à l'heure qui pourrait nous permettre de mieux conceptualiser les choses. Vous avez sorti le fait que un parent possessif, tous les parents sont possessifs. Ok. Est-ce que le caractère possessif du parent est mauvais? Le parent cherche. Est-ce que c'est toxique? Le parent cherche en réalité à nous protéger. D'où la possessivité d'un ami n'est pas nuisible. L'ami cherche à nous protéger. Mais dès que cela vire en de la jalousie, ça devient dangereux. Parce que virer à de la jalousie... Est-ce que c'est pas de la jalousie compétitive qui est dangereuse? Parce que la jalousie, lorsqu'elle se manifeste, c'est parce que, comme on le dit souvent, de façon, comme la palissade le dit, la jalousie reste une preuve d'amour. C'est une palissade. Vous allez voir que l'ami qui est jaloux, dès que l'ami commence à... Lorsque vous laissez votre maman et vous vous confiez beaucoup plus à la tante, lorsque maman vous en parle et qu'elle manifeste sur de jalousie, cette jalousie-là n'est pas peut-être... non, je pense qu'en amitié, cette jalousie-là n'est pas... mais c'est de la jalousie. C'est qualifié de jalousie. La jalousie-là en amitié, je pense que pour des meilleurs amis, la jalousie-là n'existe pas en partie. La jalousie dont moi je parle quand je fais rapport à de la jalousie, c'est cette jalousie-là de dire « Ah, tu vas passer plus ton temps avec les autres. Pourquoi ?» Donc, cela fait que l'ami, vous allez voir en réalité, l'ami ne va jamais vous nuire vous-même, mais va vouloir nuire à votre entourage pour que vous vous retrouvez toujours seul à passer plus de temps avec l'ami en question. L'ami vous veut pour mais est-ce que quelque part, avant de passer à la fin, est-ce que quelque part, il n'y a pas comme une relation unidirectionnelle? C'est-à-dire, parfois, l'un se dit ami, alors qu'en réalité, ne l'est pas. Oui. C'est pas ça, c'est pas de tels enjeux parfois qui sèment des confusions et de la disparité dans l'expression des sentiments. Non, je pense que c'est plutôt une mauvaise compréhension des deux amis en question. Parce que quoi, on doit comprendre en tant qu'être humain que c'est pas parce qu'on est meilleur ami qu'on est obligé de passer tout le temps, de vivre tout le temps, de se dire tout. De fait, c'est que... Non. On peut ne pas vivre tout le temps ensemble. On ne peut pas partager. Attendez. On s'écoute. C'est pas parce qu'on est meilleur ami qu'on est... Là, vous ne parlez même plus d'amis, vous parlez de meilleurs amis. Attendez, c'est pas parce qu'on est même meilleur ami ou qu'on est ami ou meilleur ami qu'on est obligé de tout, absolument tout, se partager. Parce que n'oubliez pas, le monde est tel qu'aujourd'hui que, vous savez, ceux qui filent souvent, quand on commence à raconter des ragots sur vous, là, les ragots, ceux qui entendent ça et racontent, c'est souvent quelqu'un qui leur a dit.
Et ceux qui leur ont dit ça, c'est souvent quelqu'un qui était peut-être à côté de vous, qui était un ami hier, qui file les informations. Donc pour se protéger soi-même, meilleur ami ou ami simple, on se partage des informations. Mais on garde toujours les pieds sur terre pour que ces informations-là, que ce ne soit pas comme Abdelkader l'a dit, unidirectionnel, mais que ce soit vice-versa, pour que, tel que l'ami a des armes, pour que demain, lorsqu'il ne sera pas ami, il peut vous nuire, que vous ayez également des armes, pour que cet ami-là puisse se dire, si je commence à dire du n'importe quoi sur lui, il a de quoi me salir également. Donc, se protéger, quoi. Les meilleurs amis ne se quittent jamais. Non, tu te pas. Mon meilleur ami, je peux passer 2 mois sans discuter avec lui. Mais dès le jour où on se voit, on commence à s'écrire, vous allez penser que tout le temps on s'écrit, quoi. Vous avez l'impression que ils sont en train de monopoliser la parole. Ils sont en train de monopoliser la parole. Les deux là sont en train de monopoliser la parole. Les meilleurs amis ne se quittent jamais. Ils sont toujours ensemble. Mon meilleur ami en France, attends, je te dis. Lorsque je dis que les meilleurs amis ne se quittent jamais, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que des problèmes peuvent arriver. Je peux avoir des situations avec mon meilleur ami. Mais au nom de cette amitié-là... Des malentendus, vous voulez dire? Des malentendus. Mais au nom de cette amitié que nous avons partagée ensemble, que nous partageons ensemble, s'il est vraiment mon ami, s'il est vraiment mon meilleur ami, j'allais dire, il n'ira pas raconter. Ce n'est pas lui qui ira raconter ça. S'il est vraiment mon meilleur ami, ce n'est pas lui qui ira raconter ça. Parce que... Non, c'est ça que je dis. Il faut d'abord que cette personne-là se dise, voilà, qu'il est mon ami, qu'elle est mon ami. Parce que si ce n'est pas mon ami, c'est vrai, il pourrait aller raconter tout ce qu'il veut sur moi parce qu'il connaît ma vie, en quelque sorte, parce qu'il est mon meilleur ami. Mais s'il est réellement mon ami, il n'ira raconter rien à personne parce qu'il est mon ami. C'est peut-être en réalité, lorsqu'il y a les malentendus entre de meilleurs amis, ils finissent toujours par se comprendre. Mais est-ce que quelque part, ça ne se brise jamais les liens. En lien avec l'inacceptation de l'ami et également cette volonté à ne pas comprendre les motivations du partenaire. Peut-être, mais vous savez, lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, vous pouvez ne pas vous aimer tous de la même manière. C'est normal. Mais quand vous aimez une personne, je pense que c'est jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il y a peut-être quelque chose que la personne vous fera et qui va vous faire vous rendre compte de certaines choses. Mais quand vous aimez une personne, il y a des détails auxquels vous ne faites pas attention. Parce que vous vous dites ou vous pensez que cette personne est comme vous. Je pense que la meilleure manière de pouvoir gérer les rapports humains, c'est de comprendre chacun dans son contexte. Il y a des choses que moi je peux accepter que mon ami ne peut pas accepter. Et c'est la capacité à vouloir accepter ça qui fait que notre relation peut durer, peut grandir et être plus mature. Je pense que lorsque quelqu'un éprouve de la possessivité pour vous, déjà ça part d'un manque de confiance en soi. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de l'abandon. Et donc cette peur, ce manque, cette frustration, ils transgressent ça sur leur ami. Et à ce moment-là, en fait, vous manifestez une possessivité qui tend vers de la jalousie malsaine. Est-ce une peur de l'abandon ou une peur de perdre ce que vous représentez pour sa vie? Les deux. La peur de l'abandon, la peur de perdre l'ami, la peur de... Est-ce que c'est perdre l'ami ou ce que représente l'ami pour soi dans sa vie? Les deux. C'est les deux. Parce que quand vous êtes ami avec quelqu'un et que vous éprouvez de la jalousie au point où vous devenez possessif, votre plus grosse peur, c'est de voir ce que vous avez l'habitude de faire avec cette personne ou de perdre ce que cette personne représente pour vous chez d'autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Si par exemple je suis amie avec Anaël Dohou et que je vois Anaël Dohou rigoler avec d'autres personnes ou faire des choses que j'aimerais qu'Anaël fasse avec moi, mais qu'il ne le fasse pas. J'ai peur de perdre Anaël pour déjà ce que Anaël est pour moi. Anaël est quoi pour et vous? Pour mon ami. Quelqu'un que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Est-ce que la relation est solide en raison du simple fait qu'il est votre ami ou de la qualité de vos échanges avec Anaël que vous n'avez pas ailleurs? C'est ça qui fait l'amitié. Non, c'est pas la même chose. Je pense que c'est ça qui fait même l'amitié. Non.
ma liberté que j'ai avec cette personne-là, la liberté que j'ai de pouvoir... exceptionnelle. Parce que s'il n'y a pas un caractère exceptionnel, pourquoi on a peur de perdre quelque chose? J'ai pas peur de perdre mon bic parce que je peux l'acheter tout de suite dans la rue. Voilà. Mais j'ai peur peut-être de perdre le bic qui m'a été ramené de Paris, que je peux retrouver tout de suite dans les rues de Cotonou. Ou bien le bic que, par exemple, vous m'avez offert dans une situation particulière, j'ai peur de perdre. Mais est-ce que quelque part, Elisabeth Iladia, lorsque l'on parle de peur, on parle de possessivité et autres, est-ce que la peur ne repose pas également sur le ciment des relations que les deux partenaires ont eu à nourrir? Parce que lorsqu'on parle de relations amicales ou fraternelles, elles reposent sur des moments passés ensemble qui ont enraciné un peu les liens des uns et des autres. Je pense que si. Je pense que d'ailleurs, c'est même ça le fondamental en fait. Parce qu'en réalité, on se dit que bon, et cette personne par exemple maintenant me connaît depuis des années par exemple. Il y a des choses que je dis librement avec cette personne par exemple. Et si pas, bon, s'il arrivait que cette personne en nous et d'amitié, bon, avec peut-être comme avec par exemple maintenant, peut-être que nous, notre lien pourra prendre un coup en fait. Donc je suis jalouse par exemple quand je vois ma meilleure amie être aussi à l'aise avec Romaric par exemple. Donc je pense que c'est tout à fait, ça n'a rien de négativité en fait. C'est juste que je protège l'amitié qu'il y a entre nous. Alors, il y avait une question qui était posée ici hier, et Nasrine était justement là à votre endroit, elle n'est pas là ce matin, on vous pose la même question. Est-ce que vous faites, et je vous pose la question à tout le monde aussi également, est-ce que vous faites de la maxime, l'ami de mon ami est de facto mon ami, l'ennemi de mon ami est de facto mon ennemi, vous? Bon, moi je pense que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Mais l'ami de mon ami peut ne pas être mon ami. Mais l'ennemi de votre ami est automatiquement mon ennemi. Automatiquement votre ennemi. Atifa, c'était non hier. Non. Vous ne prenez pas en fait cette maxime, vous? C'est oui pour moi. L'ami de mon ami, je n'ai pas à lui en vouloir parce que dès qu'il me fait quelque chose de bizarre, ça va... L'ami de votre ami? Oui, l'ami de mon ami votre ami est un ami. Et l'ennemi de votre ami? Je ne le prends pas en l'ennemi de votre ami? L'ennemi de mon ami, c'est la moindre des choses qu'il soit également mon ennemi parce que même sans le connaître. Voilà, la fraternité avec mon ami fait que je ne peux pas aller me mettre à boire avec quelqu'un avec qui il ne parle pas. Impossible. Même la le fait qu'on se dit qu'on est amis, je ne peux pas être ami avec Abdelkader Achirou et Abdelkader Achirou va passer dans la rue et me voir manger avec son ennemi pendant que je sais que c'est son ennemi. C'est que je peux lui nuire. Non, moi, l'ami de mon ami est une connaissance. Et pour je dis un ami, c'est une connaissance. Les opinions peuvent diverger, oui. L'ami de mon ami est une connaissance avec qui je peux tout faire, tout avoir. L'ennemi de mon ami peut être mon ami. Peut-être également une connaissance. Voilà. Non, vous êtes dangereux. Il faut qu'on les comprenne. Parce que, alors, vous estimez que l'ennemi de votre ami peut être un ami. En quelles circonstances? C'est-à-dire, vous avez Anel Dou qui est votre ami, il a quelqu'un peut-être qui a fallu saper son emploi, mais vous maintenez des relations avec lui. En toute connaissance de cela. Bien. Vous savez, les relations que l'on arrive à tisser dans la vie sont basées sur des faits. Des intérêts, c'est ça? Des intérêts. Et ce que je partagerai avec l'ennemi de mon ami, je peux ne pas partager ça avec mon ami. Est-ce qu'au gré des intérêts, si les intérêts changent, est-ce que vous pouvez vous devenir meilleur ami du bourreau de votre ami? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi mon ami veut que je devienne ennemi à son ennemi alors que je ne sais pas alors que je n'ai pas à prendre en compte ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qui me concerne dans ça? Si je dois limiter mes relations au fait que mon ami, l'ennemi de mon ami, je ne dois pas être, je ne dois pas avoir quelque chose avec lui. Moi, mes relations personnelles, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si Anaël et Elisabeth ne s'entendent pas, alors que moi, je suis ami avec Anaël, pourquoi il veut que je ne m'entende pas avec Elisabeth alors que j'ai des choses que je partage, peut-être en affaire avec Elisabeth? Peut-être que nous avons des choses qu'on fait ensemble. Et si la raison qui fonde la mésentente ou la culture de l'inimitié entre les deux, vous n'avez pas à connaître cela, résulte ou dénote la raison qui les désunit, ça les concerne eux deux. Et ce qui m'unit avec Anaël
Ça nous concerne, Anaël et moi. Je ne suis pas devenu ami à Anaël le même jour que je suis devenu ami à Elisabeth. Et ce n'est pas le même contexte. C'est deux relations parallèles. C'est deux relations différentes. Adifa Olafa, on vous écoute. Il est dans votre posture. Vous, votre argumentaire. Chacun avec sa posture. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que vous êtes. Avant qu'elle ne parle, comment on se connaît un peu, comme vous la connaissez, est-ce que vous allez vouloir que, par exemple, vous êtes ami avec Anaël? Vous n'êtes pas du tout, vous avez un problème, un contentieux. Vous posez les questions. Non, vous avez un contentieux avec Elisabeth. Et Elisabeth, je m'entends bien avec Elisabeth. Je viens chez vous, je mange chez vous, on parle, on discute, je quitte chez vous, je vais chez Elisabeth, qui est votre pire ennemi. Et que vous me voyez après. Devriez poser Non, cette question. vous me voyez après. Non, c'est parce qu'elle est dans la même posture. Non, on n'est pas dans la même posture. Est-ce que vous allez accepter? Parce qu'elle a accepté tout à l'heure. Non, cette posture C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Moi, je parle du principe où lorsque vous êtes amis et que vous avez quelqu'un qui ne s'entend pas avec votre ami, il n'y a pas de souci. Si je peux te défendre et que je peux soulever ton palabre, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce qu'on est amis que je dois te défendre bec et ongle ou je sais pas, si je donne un exemple, je suis amie avec mademoiselle Inks par exemple, et que mademoiselle Inks est mêlée à une bagarre ou au point où c'est elle qui a provoqué la bagarre, c'est elle qui insulte les parents de l'autre, je vais pas arriver là et défendre mon ami. Non, si tu fais quelque chose de mal, je te le dis. Oh, je te le dis direct, mais c'est pas parce qu'on est amis que je dois te défendre bec et ongle pour ça. Même si je dois te défendre bec et ongle, ça va dépendre de ce que tu as fait. Parce que moi, je ne reste pas sur les personnes. Non, on n'en je a pas reste sur les faits. Okay. Sur les faits. Est-ce que lorsque l'ami est publiquement dans l'erreur, est-ce qu'on le désavoue publiquement? Il faut le dire en même temps. Il y a des manières. Est-ce qu'on le désavoue publiquement? Non, pas dans la circonstance. Lorsque vous ne lui apportez pas soutien en public et que vous estimez que parce qu'il a commis une bêtise, il faut qu'il réponde. Est-ce pas il a commis une bêtise ne veut pas dire que je le traite mal ou que je te réprimande sur. Oui, mais vous avez dit, vous avez parlé de votre non, il y a des manières. C'est elle qui se comporte mal. Non, il y a des manières, il y a des façons avec lesquelles, il y a des façons, il y a je sais même pas ce que je veux dire. Il y a une manière de faire. Oui, c'est très compliqué. Mais c'est pas parce qu'on est amis que, par exemple, tu ne t'entends pas avec quelqu'un et que peut-être la personne m'adresse un bonjour, je ne vais pas lui répondre. Je limite mes rapports avec cette personne en choisissant, en priorisant mes rapports avec mon ami. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es peut-être en mauvais terme avec quelqu'un que je ne peux pas lui adresser la parole. Encore que la personne ne m'a rien fait. Moi, je n'ai même pas fait ces petits calculs. Si tu penses que parce que nous sommes amis et parce que tu es ennemi avec l'autre, je ne peux pas avoir des choses avec cette personne-là et que tu te trompes. Je vais vous poser une question. Oui. Vous avez été, vous êtes ami à quelqu'un et quelqu'un vous a causé du tort, vous avez mis au chômage pendant 5 ans. Oui. Injustement, abusivement. Et cette personne, sans que vous lui ayez rien causé comme tort, vous sentez qu'après qu'elle vous ait mis au chômage, il y a comme un ressenti qu'elle vous en veut encore, à la fois même physiquement que même spirituellement. Et vous découvrez celui avec qui vous partagez vos plats, vos peines, vos douleurs, tout le temps en discussion avec cette personne. Quel serait votre ressenti, en toute sincérité? Non. N'allez-vous pas nourrir de la méfiance à l'égard de cet ami? Non, c'est le coût de la vie. Donc, vous allez continuer toujours à manger avec c'est le coût de la vie. Non, je pose des questions. Vous allez continuer toujours à manger avec le même ami, à boire avec le même ami, sans... À lui confier vos secrets? Vous savez, Non, en dehors de cela. Non, mais c'est le coût de la vie. C'est le coût réel de la vie. Et puis, lorsque je constate que la personne avec qui je suis est en de parfaite collaboration avec mon ennemi, il n'y a pas de problème. S'ils deviennent des amis, c'est leur problème. Moi, je prends mes distances. Je mets les barrières. Il a dit qu'il va mettre les barrières. Non, je mets les barrières. C'est pas pour dire que je ne suis plus ami avec cette personne-là. Mais vous mettez quand même les barrières. Je mets les barrières, je prends mes dispositions. Dans l'exemple là, j'allais me comporter comment? J'allais en vouloir à mon ami de dire peut-être il en est pour quelque chose. S'il était là et que ça s'est fait. Vous savez, la meilleure posture à adopter dans une telle situation, c'est que quoi? La personne est mon ami et mon ami, l'autre est mon ennemi et les deux se retrouvaient ensemble. Si j'étais lui, c'est que pour le moment, je limite carrément mes relations, quitte à devenir le juge ou bien l'arbitre
à régler le problème. C'est ça même le Sinon, sens de si je l'amitié, n'arrive en pas à fait. régler le problème, c'est que je ne pourrai plus normalement fréquenter l'autre. Parce que Vous voyez, vous voyez, Abdelkader, si je fréquente l'autre, vous voyez, je suis parfois à l'aise. même votre meilleur ami rentre du boulot, peut-être par exemple maintenant, commence pas à raconter, pas vous raconter ce qui s'est passé au boulot aujourd'hui. Et même, il y a même une collègue que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais vu de votre vie, mais vous commencez peut-être pas à haïr. Et la collègue, parce que la collègue a fait ci et ça à votre meilleur ami, par exemple. Parce qu'en réalité, c'est ça même le sens de l'amitié. Et puis, même si mon ami, même si mon ami a tort, même si mon ami a tort en public, c'est que bon, la fille, elle n'a pas raison. Tout ce qu'on dit de là, c'est vrai. C'est-à-dire que je la connais déjà, mais c'est pas sur le coup que je lui dis que tu as tort. Je peux essayer de ne pas la supporter parce que je sais que bon, elle a carrément tort. Je ne la supporte pas et je ne la blâme pas en public en fait. On rentre et puis on règle le problème à la maison. Mais bon, on se dit que parce que bon, je dois garder des liens personnels avec certaines personnes, par exemple. Je dois être ami avec l'ennemi de mon ami, mais jamais. Fidèle. Alors, dernière question pour conclure. Roman, à quoi servent les amis? Les amis, en fait, sont là pour s'accompagner. Pour tuer le temps? Non, pas pour tuer le temps. Pour s'accompagner en toutes choses. S'accompagner comment? S'accompagner en toutes choses. Lorsqu'on dit s'accompagner, c'est un peu vague. Hein? Lorsque je dis s'accompagner, c'est quoi? C'est dire qu'ils se partagent leur quotidien. Ils se partagent leur joie et leur peine. Et lorsqu'on partage des peines, comment on partage des peines? Est-ce que c'est juste les raconter, les compter? Non, en essayant de trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire que même lorsque tu passes par tous les chemins et ça ne marche pas, tu sais que en discutant avec ton ami, vous allez essayer de trouver des solutions ensemble. Et même si vous avez de difficultés, vous arrivez quand même à vous en sortir. Pour conclure, je dirais qu'il faut savoir faire la part des choses. Moi, je fais la part des choses en amitié. D'abord, lorsqu'on parle d'amis là même là, c'est beaucoup dit. Et c'est difficile de trouver même des amis, de dire que cette personne-là est mon ami, est ami fidèle. On sait ce qu'un ami fidèle est capable de faire pour soi. Et donc, c'est difficile d'en trouver. Et donc, lorsque vous arrivez à avoir de tels liens, à tisser de tels liens, de telles relations avec une personne dans ce sens, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous l'avez que vous n'êtes plus tenu à avoir d'autres amis. Ce n'est pas possible. Ou que vous n'êtes plus tenu à avoir d'autres relations. À la fin, à quoi servent les amis? Les amis, ils servent à se soutenir, à s'aimer et à partager un peu de tout. À partager un peu de tout. Donc, pour conclure, pour vous, faites attention à qui vous choisissez comme ami et ne laissez pas quelqu'un transposer sur vous cette peur de l'abandon, et soyez sincères en amitié. Sincère en amitié. L'ami pour moi, c'est tout. C'est celui-là qui protège mes arrières, qui veille sur moi, on se soutient, on s'accompagne. Un mot que Romaric a dit, dont je suis pas très... Il a dit ensemble. L'ami pour moi, c'est celui qui me protège sans même me consulter. C'est-à-dire quand un problème se pose ou bien il a vent d'un problème, il cherche à me protéger ou à m'en tirer. Et c'est après même je me rends compte qu'en réalité, c'est lui qui m'a sorti de telle affaire sans qu'on ne se parle même, sans échanger. Donc l'ami, c'est celui-là qui veille sur moi. Maintenant, il faut tout simplement savoir choisir ses amis comme Atifa l'a dit. Et faire surtout la part des choses en amitié. La sincérité en amitié, elle est vraiment très importante. Il faut pouvoir dormir sur ses lauriers quand on dit « Ah, c'est un ami ça ». Il faut dormir sur ses lauriers quand on fait confiance à un ami. Et un ami qui traîne avec mon ennemi, il faut s'en préserver parce que ça peut être la porte par laquelle l'ennemi m'atteindra. Oui, un ami, en 2 moments, je dis que c'est ma personne en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là et même quelqu'un qui peut tout accepter de moi en fait. Même ce que les autres ne peuvent pas accepter, cette personne est là pour moi pendant les pires et bons moments de la vie en fait. Donc et puis c'est vrai, c'est comme Atifa ou Anaël l'a dit. Et il faut savoir aussi choisir ses amis. Il ne faut pas, parce que je n'ai pas d'amis, maintenant prendre quelqu'un juste au hasard. On se met en danger. Exactement, chers amis, c'est sur cette conclusion que je vais rebondir pour faire la mienne. L'ami doit être l'archétype de la loyauté. Un ami qui vous est pas loyal, il n'est pas un ami. Il est un danger pour vous. Il reste et demeure quand même ce qui contribuera éventuellement à votre déchéance.
Et quand on parle de loyauté, j'ai pour illustration parfaite le chien. Le chien, vous voyez un peu souvent avec son maître. Il est très fidèle, très loyal. Vous pouvez voir un chien qui voit son maître être attaqué par un lion. Il ne peut rien contre le lion, mais il se met à aboyer. Il s'érige même face au lion. Il peut même chercher même à vouloir mordre le lion, même s'il sait au fond de lui et au fond de son intérieur qu'il se fera dévorer. Donc, l'ami est un peu comme un chien de garde. Il est comme celui qui parfois sort les crocs, même quand nous sommes dans nos pires erreurs, nos pires faiblesses, je dirais même nos pires bêtises. L'ami nous assume, l'ami, il nous complète. L'ami, il est celui qui, au-delà de tout, parfois, cherche parfois à avoir le contrôle sur nous parce que il estime, parce que nous avons une part de lui et il est une part de nous. La mort de l'autre ou la mort de ce lien qui nous unit reste la mort d'une part de lui-même. Et donc, cela peut conduire parfois à une sorte de possession, à une sorte de jalousie, si on peut le dire ainsi. Mais tout ceci reste un corpus qui est fondé sur de l'amour. De l'amour qui résulte de moments partagés. De moments partagés, que ce soit dans la douleur, de moments partagés dans des moments heureux, mais ce sont ces moments-là qui génèrent un peu ce ressenti et ce sentiment. C'est vrai que l'ami qui vous rivalise est dangereux. L'ami qui exprime une sorte de compétition avec vous parce que pour lui, vous faites ci, lui aussi doit faire ceci, il est dangereux. Mais celui qui estime par ailleurs que ça n'est pas bon pour vous, ça n'est pas bon pour vous, ceci est bon pour vous, il est peut-être dans son rôle. Il nous revient à nous-mêmes parfois de lui faire entendre raison en tenant compte de sa personnalité et de son personnage. Je finirai en disant aussi qu'il faut parfois essayer de comprendre. Il faut essayer parfois de remettre en cause, de remettre en question et de ne pas juger notre ami comme le reste du monde. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'un parent qui est possessif est mauvais? Est-ce qu'un ami alors qui est possessif, est-ce qu'il est mauvais? Il est peut-être dans l'excès de ce qu'il croit peut-être exprimer, tout comme un parent qui refuse à sa fille à 20 ans de ne pas sortir, le parent qui refuse à sa fille de ne pas sortir à 25 ans, alors qu'il est le même qui demande à sa fille de se marier, d'amener un copain. Il faut comprendre parfois qu'il y a une antinomie parfois dans l'expression des sentiments, et c'est peut-être l'amour qui résulte de la raison du cœur qui parfois est difficile à exprimer. Et donc, je finirai en disant aussi que l'ami de mon ami, c'est une maxime ordinaire, est mon ami. Et l'ennemi de mon ami est de facto un ennemi. Ça, c'est pour moi. Et on peut comprendre que sur ce plateau, les avions étaient divergents, même si Atifa et Romaric sont rejoints un peu à la fin, ça reste encore distinct, tout comme Anaël et Elisabeth Iladia. Chers amis internautes, on va se retrouver demain pour notre panel de discussion, retrouver quelques capsules de ces échanges-là sur notre plateforme désormais active TikTok, ESAE TV. À présent, nous passons au débat matinal avec nos invités. Avec eux, on parle politique, on parlera de cette révision constitutionnelle qui continue de défrayer la chronique. On a constaté que depuis quelques jours, nos acteurs politiques parcourent monts et vallées pour aller apporter aux populations les informations introduites, pour ne pas dire les nouvelles donnes introduites dans cette révision constitutionnelle. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Nos invités du jour auront à répondre à cela. Le débat matinal de ce jour, ce Free Matin, chers amis internautes, je suis avec Jean-Marius Gbenou-Wessou. Bonjour. Bonjour, Cadet. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là ce matin. Vous êtes maître S-lettres de philosophie, spécialiste de l'éthique et de la politique. Vous êtes un acteur politique soutenant les actions du gouvernement du président Patrice Talon. Merci d'être là. Vous êtes face à Euloge Semassa Lizémé. Bonjour. Bonjour, Kader. Professeur certifié de sciences physiques, vous êtes syndicaliste. Vous êtes un acteur politique qui a démissionné d'une formation politique soutenant l'action du gouvernement du président Patrice Talon. Avec vous, nous allons parler de cette révision de la Constitution et également de cette tournée organisée par les acteurs de la mouvance présidentielle au profit de la propagation du contenu de cette loi constitutionnelle. Je me retourne vers vous. Jean-Marius, autant pour moi, Gbenou-Wessou. Pourquoi maintenant, vous qui êtes spécialiste de l'éthique et de la politique, est-ce que l'éthique et la politique ne recommandent pas qu'il y ait eu cette campagne avant le vote de la loi? Bon, vous savez, et merci monsieur le journaliste, merci de m'inviter. Et je passe mon bonjour à mon vis-à-vis, monsieur Loge, bonjour. Alors, monsieur le journaliste, pourquoi maintenant? Je pense que chaque peuple mérite, n'est-ce pas, ses réalités. C'est vrai, on aurait pu passer par une
comment on appelle, une propagande, n'est-ce pas, de cette révision avant de passer au vote. Ça a été annoncé de toute façon à l'Assemblée nationale. Nous savons que quelque chose vient. Ils n'ont sûrement pas assez de temps pour le faire, mais c'est toujours bien de le faire aujourd'hui. Moi, tout de suite, je dis, les réalités changent. Nous avons un peuple un peu émotif, en grande partie émotif, et de sorte que si on va passer du temps à parler d'informer le peuple et tout, davantage, on va perdre du temps comme on a fait en 2017, en mars 2017. Vous savez, en mars 2017, moi, j'ai eu très mal de n'avoir pas vu la première révision proposée par le président Talon échouer, parce que j'ai pris le temps de lire le test dans son intégralité. J'ai eu également le temps de discuter avec le professeur Joël Aïvo, qui a apprécié le test dans son fond, mais déplore, n'est-ce pas, le fait qu'on n'a pas eu le temps d'en parler suffisamment au peuple. Et donc, puisqu'on n'a pas parlé suffisamment au peuple, on sait que c'est bon pour le peuple, mais on a voté contre. J'ai un tic dans ma tête à ce jour, puisque je suis en face d'un syndicaliste. Et l'article 33, par exemple, du test proposé en 2017 stipule qu'il faut éviter le culte de personnalité au chef de l'État. Et le président Talon était quand même président en exercice qui propose quand même un test, dont le gouvernement propose un test contre, n'est-ce pas, ses propres avantages. Mais vous savez, des syndicalistes, pour diaboliser ce test, sont allés jusqu'à dire que c'était pour arracher, n'est-ce pas, le droit et la liberté de rassemblement au peuple. Vous voyez, donc, pour nos intérêts égoïstes, parfois, on sacrifie le peuple. Comme je l'ai dit sur ce même plateau, il y a environ 2 semaines, ce qui importe aujourd'hui, quel est le contenu, en quoi ce contenu sert au peuple. Et donc, il faut que les députés aillent en parler, que le peuple avise, et puis on verra le reste après. Eloge Semassa Lizeme, quelle est votre opinion sur cette campagne d'information organisée par la mouvance présidentielle? Merci Kader. Bonjour Monsieur Wessou. Bonjour cher ami. Mais quand j'écoute celui qui est spécialiste de l'éthique, je me demande s'il y a vraiment de l'éthique dans ce qu'il dit. Monsieur Kader, c'est quoi une constitution? Une constitution, c'est la charpente juridique de la République. La constitution, c'est le socle du vivre ensemble. La constitution n'est pas le programme d'un parti politique, c'est le contrat avec le peuple. Donc, vous me demandez quelle est l'opportunité de la réviser. C'est ce que votre question sous-entend, si je comprends bien. Mais déjà sur les campagnes de sensibilisation. Non, mais j'ai l'impression que c'est charrue avant le bœuf. Parce que la révision d'une constitution est opportune si elle répond à un besoin national clair et non aux intérêts partisans. Qu'est-ce que nous voyons là? Vous avez vu le contexte dans lequel on a opéré cette réforme. Et on se demande, on est dans quel pays? Parce que, regardez la Constitution de 1990. Mais ceux-là doivent être, avant de toucher à cette réforme-là, ce qu'ils ont fait la fois dernière, ils doivent prendre en compte la stabilité de notre Constitution de 1990. Regardez de 1990 à 2016. Ça fait combien d'années? Et on l'a révisé combien de fois? De 2016 jusqu'à maintenant, regardez le nombre de fois déjà que ces acteurs à l'Assemblée nationale ont déjà touché à la Constitution. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus même de ce qu'ils font. Et mieux, une réforme constitutionnelle doit renforcer les libertés, l'état de droit et la démocratie. Et en démocratie, les élus ou bien les représentants du peuple, c'est-à-dire les législatifs et puis l'exécutif, ne remplacent pas le peuple. Ils sont là avec un pouvoir que le peuple leur a délégué. C'est le peuple souverain qui a tout le pouvoir. Ça veut dire, si vous voulez faire une réforme qui engage l'avenir collectif, vous devez
le consulter. Vous devez instaurer du dialogue avant de faire cette réforme. Vous avez vu les points qui ont été touchés au niveau de cette réforme-là. Donc, de mon point de vue, on devrait faire ce débat avant d'aller en campagne. Et vous voyez l'éthique, il parle de l'éthique. Regardez, même moi, les gens m'ont informé que lors de cette campagne, on voyait les effigies du président Talon avec le ministre d'État, Roumiad Ouadaï, pour aller parler de la Constitution. Et l'autre candidat. Il y a de l'éthique dans ça? Est-ce que ça, c'est pas peut-être des épiphénomènes? Moi, j'en ai pas vu. Hein. Non, mais monsieur le journaliste. Ça veut dire quoi? Monsieur le journaliste. Un instant, si vous permettez, Jean-Marius. Oui. Ses amis, ses compatriotes se font juste de bonne conscience au dos du peuple. C'est tout. Alors, ma question, avant de revenir vers Jean-Marius Benou-Ressou, pour vous, Euloge Nzeme, qu'est-ce qui a été apporté dans cette constitution qui vous dérange? Bon, justement, c'est une véritable question. On allait se demander que la révision répond à un dysfonctionnement majeur ou à une demande citoyenne forte. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez les points qui ont été touchés, il s'agit de l'installation d'une nouvelle institution, qu'est le Sénat, et puis la durée du mandat. Or, Kader, ça doit déranger tout le monde. Pourquoi? Nous sommes dans un processus électoral où les gens ont été écartés. C'est les institutions de la République qui les ont écartés. Nous, on respecte les institutions. C'est pas la loi électorale. Bon, mais finalement, c'est les institutions qui ont prononcé leur... Les institutions appliquent la loi. Ils n'ont pas respecté la loi, ils se sont écartés, ils se sont exclus, oui. Ils ont été... Le constat est qu'ils ont été écartés. Ils ont été écartés ou bien... Ils se sont écartés. Bon, de toute façon... Il faut faire attention aux mots, s'il vous plaît. De toute façon, ils ne participent plus à la compétition. Ils se sont écartés. Ils ne participent plus à la compétition électorale. Les citoyens béninois qui voudraient participer à la gestion locale de leur pays, leur dossier, ils se sont vus aussi écartés comme vous voulez. Et maintenant, c'est dans ce processus qu'un beau matin, on se réveille et on voit une constitution où le mandat passe à 7 ans. L'éthique devait refuser ça. Alors Jean-Marius Benou-Ressou, oui, allez-y. Bon, écoutez, qu'est-ce que l'éthique? C'est l'ensemble des valeurs morales. C'est la science qui s'occupe de la morale. Et l'éthique en politique, ce n'est pas systématiquement l'application de la morale individuelle. Alors, vous avez parlé de la constitution de base, notre constitution de base. Pourquoi vous fétichisez ça, M. Euloge? Nous n'avons pas fétichisé cette constitution. Et je m'en vais expliquer pourquoi nous n'allons pas fétichiser cela. Vous savez, si vous avez pris le temps de lire la constitution de février 1990, vous allez vous rendre compte que cette constitution n'a pas tenu compte de la génération future. Ça avait réglé un problème lié à la politique et au développement du temps. Et le président Kérékou, ça passe sur les réseaux sociaux, sur le TikTok partout, avait eu l'humilité et l'honnêteté, la franchise de dire « cette constitution a été taillée à ma mesure ». Ça avait réglé un problème. Et une constitution doit pouvoir être touchée à tout moment, dès que c'est adapté, on a besoin de l'adapter aux besoins. Mais est-ce que ce que dénonce Euloge Nzeme n'est pas un peu pertinent? Non. Est-ce que le timing ne pose pas problème? J'en viens. Okay, la constitution doit pouvoir être adaptable aux besoins et à tout moment. Vous savez, le président Talon, on peut décrier la manière dont il conduit, n'est-ce pas, c'est-à-dire sa manière de voir les choses, sa manière de conduire les choses. Mais c'est un monsieur qui en avance sur son temps. Et moi, je dis, j'ai pris le temps de revoir un peu cette affaire de révision-là. Quand nous prenons, par exemple, comment on appelle l'article 51, qui stipule que dans l'intervalle séparant 2 années électorales jusqu'à 12 mois avant l'année électorale, les forces politiques concourent dans le respect du pluralisme, à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l'État et à la continuité de l'action publique. Les partis politiques sont tenus dans la critique des actions publiques de
proposer des alternatives ou des solutions constructives. Et je dis, si je prends par exemple ceux que vous avez dit écartés, ou qui pour moi se sont écartés eux-mêmes, ils devraient comprendre. Vous voyez, voilà cette partie, cet article propose une solution à la gabegie politique et intellectuelle que nous développons au Bénin. Les gens des démocrates, par exemple, ont passé toute leur vie ou tout leur temps à critiquer, pas critiquer les actions du gouvernement, mais à critiquer, bien sûr, à critiquer les actions du gouvernement sans réellement apporter une touche qui est en réalité leur griffe personnelle. Au finish, ils ont été rattrapés par le temps. Vous avez senti qu'ils sont, n'est-ce pas, exclus. Alors, l'autre chose que je voudrais aborder, vous demandez si cette révision répond aux besoins majeurs. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Eloge. C'est à moi, c'est pas à moi, il faut dire ça aux téléspectateurs. Bien sûr. Vous êtes mon contradicteur. Non, je vous contredis pas, moi, je dis ce que je pense. Vous êtes mon contradicteur. Je vous dis ceci. Je ne sais pas si vous avez lu dans son entier les 15 articles créés et les 18 modifiés, mais si vous l'avez lu, moi j'ai pris le temps de le lire, si vous l'avez lu, vous allez comprendre que ça répond au mieux aux besoins politiques de ce pays. Et je m'explique. Oui, allez-y rapidement. Quand vous prenez par exemple la création du Sénat, le Sénat, c'est vrai, j'ai mes appréhensions, que je vais voir l'applicabilité, mais le Sénat participe à l'unité de ce pays. Le Sénat participe à la stabilité de ce pays et à partir de cet instant, nous devons trouver que les guéguerres qui empêchent, n'est-ce pas, le développement du pays à cause de la politique, à cause des débats politiques, nous devons pouvoir canaliser cela et le Sénat a désormais pour rôle de canaliser. J'ai dit tout à l'heure, j'ai senti que ça vous a choqué lorsque j'ai dit que nous avons un peuple émotif. Désormais, nous devons cesser d'être émotifs quand il s'agit du développement de ce pays. Lorsqu'il s'agit du développement de ce pays, nous devons adopter le comportement de Sénèque au Sénat de Rome. Alors, qu'est-ce que Sénèque fait? Ce savant faisait. Il était sénateur au Sénat de Rome et quand il s'agit de voter des lois, il amène ses adversaires politiques à diviser la motion, ce que nous appelons des textes de loi ici, il a divisé en plusieurs et il essaie de sélectionner ce qui est utile pour le peuple, ce qui participe au patriotisme et il vote pour ça. Et c'est ça qu'on appelle l'éclectisme politique. Nos politiciens n'en ont pas et nous devons travailler, nous devons même éduquer, même insérer, vous êtes enseignant, moi j'avais été enseignant, nous devons insérer dans notre curricula l'importance, n'est-ce pas, du patriotisme, l'importance de ne pas voir l'autre comme ennemi et que l'intérêt du peuple doit être au-delà. Ce n'est pas parce que c'est M. Eloge qui a fait que je ne vais pas apprécier. Merci. Voilà. Alors, je reviens à vous, Eloge. Les émetteurs, le Sénat qui est créé, est-ce que vous n'en voyez pas l'intérêt lorsque l'on parle d'une institution au sein de laquelle vont se retrouver nos anciens présidents de la République, nos anciens présidents de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous ne pensez pas que là, on pourrait avoir un organe qui pourrait être considéré comme un arbitre de la scène politique à des moments donnés cruciaux? Monsieur Cadet, vous aurez dû constater que même mon ami Wessou, bien sûr, avait du mal à expliquer. Non, c'est pas vrai. Ce que ce Sénat c'est pas vrai. Fait. C'est pas vrai. Mais entendons-nous bien. Ouais. Monsieur Cadet, quand une réforme concerne les droits fondamentaux, il faut qu'un débat national s'installe. Parce que le Sénat dont vous parlez, il s'agit de nos droits. Vous avez entendu ce qu'on a dit dans les quelques de ça là. C'est ceux qui vont siéger. C'est des membres de droit, à savoir les anciens présidents, les anciens présidents d'institutions, ainsi de suite. Et au début, ils avaient dit les généraux là, et ils ont compris. Comme quelqu'un l'a dénoncé, ils ont parlé des retraités en fait. Ça veut dire quoi? Qui les a désignés? Ah, ça, que vous avez vu le test avant. Qui les a... non, attendez, vous avez vu le test avant alors. Mais je vous ai laissé parler. Alors, on l'écoute. Qui les a désignés? Regardez les gens qui se sont combattus. Un ancien président, il peut arriver que c'est son adversaire qui a pris le pouvoir. Et pourquoi on crée la politique? C'est la compétition au service du peuple et au service des intérêts de son peuple. Moi, je mets le mécanisme en place. Le 19, je pense comment je vais
élaborer un processus pour le bien-être de mon peuple. Et vous ne pensez pas que ceux qui ont élaboré cette révision constitutionnelle ou cette loi constitutionnelle n'ont pas pensé pour le bonheur du peuple? Non, ce n'est pas le sentiment que nous avons. Hein. Nous avons le sentiment qu'on a créé quelque chose là pour caser les seniors. Mais est-ce que quelque part en Afrique, on n'avait pas besoin de telles institutions pour quand même permettre à nos présidents de la République, après leurs 2 mandats, de passer à autre chose? Mais attendez, quand le Sénat n'existait pas, on avait quel problème? Ah, on n'avait pas de problème. Quel problème on a? C'est le Sénat qui a empêché le président Talon de faire les routes. Non, mais écoutez. Le Sénat a empêché, l'inexistence du Sénat a empêché les présidents que nous avons jusqu'ici de faire quoi? Si on avait fait le débat avant, ils auraient dû dire quelle est l'opportunité de leur Sénat et nous on va leur dire qu'on n'en a pas besoin. N'avez-vous pas écouté les initiateurs, Laurent Baké, Natondé et Hassan Seibou? Mais ils ont dit quoi? Je vous ai dit que c'est les éléments de langage distribués par-ci et par-là. Oh là là, écoutez, c'est monsieur Hulot d'être alarmiste. Pourquoi il n'avait pas instauré ce débat? Écoutez. Et on en discute. Mais vous voyez, le truc qu'ils ont fait là, ça concerne le mode d'accès au pouvoir. Vous n'avez pas entendu qu'on a dit que pendant 6 années là, on va se taire. On ne va pas parler dans notre pays. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Même jusqu'à maintenant, vous avez vu le texte. Personne n'a dit. Moi, j'ai vu. Je suis peiné. Non, c'est faux. Ah, mais est-ce que vous relisez? Ce que je viens de lire. Je n'ai pas vous l'expliquer. Non, mais écoutez, monsieur Hulot. Ce qui vient de lire, c'est quoi? Que les partis politiques de l'opposition sont tenus. Non, c'est très faux. Relisez votre cahier là. Non, c'est très faux. Vous n'avez pas lu. Moi, j'ai lu. On va s'écouter. Écoutez-moi. Ce que j'ai lu, c'est moi qui ai lu ce que j'ai dit. On va s'écouter, monsieur Hulot. Ce que j'ai dit, je ne vais même pas lire. Je ne vais même pas le relire. Je vais plutôt vous expliquer parce que je l'ai lu et je suis bien placé pour vous l'expliquer. Les partis politiques sont Suivez-moi. Alors, on s'écoute. Je vais vous dire quelque chose. Alors, oui. Je vais vous dire quelque chose. Il faut essayer, c'est ce que j'ai dit. C'est ça qui a fait échouer la révision de 2017 et le peuple, le président Talon étant un homme averti, opérateur économique, sait transformer les échecs en opportunités. Ça a servi heureusement au peuple. Ce que j'ai lu, ce n'est pas ça. On a parlé dans relisez. Je ne vais pas lire. On a parlé dans cet article de la trêve politique. Et c'est ça que vous appelez, on empêche les gens de s'exprimer? Non, on n'empêche pas les gens de s'exprimer. Mais on dit, au lieu de s'occuper, et là, je suis allé jusqu'à dire, ça aide même les démocrates à prendre le temps de concevoir, d'écouter les... Non, suivez-moi, s'il vous plaît. Les opposants. OK, les opposants. À prendre le temps de mieux se préparer pour les élections à venir, au lieu de patouiller, de vadrouiller dans les idées. Vous avez expliqué tout à l'heure, vous leur donnez le temps de... On est pratiquement à la fin, s'il vous plaît. Est-ce que la critique... Les 6 ans, on a dit, on va consacrer les 6 ans. Tout bord, mouvance comme de l'opposition, on ne dit pas à l'opposition d'aller travailler avec la mouvance, mais ces critiques, ces débats doivent participer à construire le pays. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le texte. Et ce qui permettrait d'entamer les débats politiques réellement qu'entre 2 élections, 12 mois entre 2 élections. On n'a pas dit qu'on empêche les gens de s'exprimer. Attention aux mots, s'il vous plaît. Alors, là, vous êtes en train d'argumenter par rapport au Sénat. Oui, vous avez vu. Il vient de dire la même chose. Non, je n'ai pas dit la même chose. La trêve politique. Non. Les partis politiques sont créés pour quelle raison? Je n'ai pas dit la même chose. Un parti politique est créé pour conquérir... Vous avez dit on empêche les gens de faire le débat, c'est faux. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir d'État. Durant la trêve politique, on peut critiquer. Oui. On n'a jamais dit de ne pas critiquer. Je peux critiquer parce que ça fait partie des libertés fondamentales. On n'a jamais dit. Pendant la trêve politique, on peut critiquer alors. Même le maire s'est proposé. On a dit, vous êtes tenu de critiquer, de proposer. C'est ce qu'on nous a dit. Mais en quoi je suis tenu en tant qu'opposant
de proposer quelque chose à mon adversaire politique. Vous imaginez? Est-ce Normalement, que ton adversaire politique travaille pour lui, mais oui, il travaille pour le peuple? Non, attention, je vous prends au mot. Non, est-ce que votre adversaire politique travaille pour lui ou il travaille pour le peuple? Vous êtes de l'opposition, c'est pour participer à la construction. Et je vous envoie à l'éclectisme politique de Sébec. S'il vous plaît, monsieur Lou, je vous envoie. Je ne suis pas entendu. Je ne suis pas entendu. Je vous envoie à l'éclectisme politique de Sébec. Vous m'avez dit que le temps est parti. Sinon, c'est grave. Voilà. Mais c'est quand on va présenter nos programmes, l'offre politique, que le peuple que nous voulons défendre tous saurait celui qui propose mieux le bien-être pour lui. Ce n'est pas au gouverneur de m'imposer ce que... Alors, si vous permettez une question... Il y a une question de mise de compréhension. Est-ce qu'il faut, si éventuellement, au niveau de l'opposition, vous constatez que le gouvernement est en train de s'enliser sur une mauvaise pente, est-ce que vous allez laisser le gouvernement s'enliser pendant 7 ans avant de venir faire votre proposition? Alors que vous défendez un peu... il faut en même temps... rectifier. Mais la loi... Est-ce parce que vous êtes cette opposant? Loi demande de rectifier. Est-ce parce que vous êtes opposant, vous êtes si ennemi? Oui, non, au point de ne pas... Est-ce que vous avez jamais vu un opposant critiquer sans proposer? C'est pas vrai. Non, dans notre pays, c'est pas récurrent. Hein? Je vais vous dire. Dans notre pays, c'est pas récurrent. Monsieur, calmez-vous. Dans notre pays, c'est pas récurrent. Monsieur, vous savez, monsieur Kader, même si une réforme est légale, elle peut devenir illégitime si elle est imposée sans une véritable consultation du peuple. Si on avait instauré un dialogue mais les députés national... sont l'émanation du peuple. Non, mais c'est ça que je vous dis. Ils sont même les représentants du peuple. Ils représentent le peuple. Vous avez bien dit, ils représentent le pays, ils ne remplacent pas le peuple. Ils portent la voix du peuple. Mais monsieur, vous avez votre temps de parole. Le pouvoir appartient au peuple, comme je vous l'ai dit, Kader. Les représentants ne sont que des dépositaires temporaires. Ils ne peuvent pas engager des réformes qui impliquent l'avenir collectif du peuple sans demander... Parce qu'en démocratie, le vote de l'élu n'est pas que l'important. La démocratie implique aussi la participation citoyenne. Mais si l'élu pense... Pourquoi on parle de l'abus? Mais pourquoi il est élu? Voilà, pourquoi on parle de... Pourquoi il est élu alors? Pour représenter son peuple. Il est élu pour représenter son peuple. Oui. Mais il ne le remplace pas. Il est élu pour représenter son peuple. Oui, mais il ne le remplace pas. Et ça veut dire quoi? Les autres, on n'a rien inventé. Hein. Pourquoi on parle de l'abus du pouvoir législatif? Je vous suis, allons-y. Il peut arriver que, pour une réforme aussi importante que celle que nous avons vécue là, si on ne consulte pas le peuple et on pense qu'une majorité peut imposer une décision par la loi, c'est problématique. Parce qu'une réforme qui n'est pas concertée peut diviser. Et quand la preuve, vous regardez... Lorsque vous voyez le vote qui a été effectué, lorsque vous voyez le nombre de personnes qui ont, de parlementaires qui ont adhéré à cette révision constitutionnelle, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu une adhésion massive? Je ne voulais pas en parler, mais vous me donnez l'opportunité d'en parler. Ce vote-là qu'on a coupé le courant là. Oh, mais écoutez, c'est grave. Regardez le processus, monsieur Kader. Non, moi je parle des faits. Monsieur... Je n'invente rien, je parle des faits. Des faits rapportés. Monsieur si vous vraiment, monsieur Wessou, on va l'écouter, oui. Vous voyez, ce pays-là, c'est ça qui fait que les jeunes ne font plus confiance à nos intellectuels. Dans ce même pays, le professeur Djogbenou rapportait les propos du l'éminent professeur Tokpanou, qui disait même que si on doit changer une virgule dans notre constitution, il faut consulter le peuple qui est détenteur du pouvoir. Mais le professeur Djogbenou, lui, il a au moins mes excuses parce qu'il n'est pas à l'Assemblée. Mais le professeur Tokpanou est au sein de l'hémicycle là et on veut réviser et il n'a pas trouvé bon. Vous n'avez pas suivi la vidéo de professeur Tokpanou qui vous disait que le président de la République est hyper puissant, il fallait lui réduire quand même un peu le pouvoir. Quel pouvoir lui a... Est-ce que notre régime présidentiel, vous n'avez jamais vu le président de la République hyper puissant? Bien sûr. Parce que parfois, on voit les acteurs politiques de l'opposition se plaindre du fait qu'ils puissent désigner le président de l'Assemblée nationale par dérogation, qu'ils puissent désigner les autres présidents d'institutions. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faille quand même réfléchir sur ces différentes... Tout à fait. Je disais au début de l'émission qu'une réforme constitutionnelle doit renforcer la démocratie et l'état de droit. Le candidat Talon, avant d'arriver au pouvoir, avait fait les mêmes diagnostics, mais quand il est venu, il a fait quoi? Il disait que... Il avait proposé une révision en 2017. Non, mais ce n'est pas que ça. S'il était... Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il a changé au fil du temps. Parce que si il était constant, nous, on va le comprendre. Parce qu'il disait...
Regardez ce qu'il a fait de la magistrature. Il a réadapté. Mais il a réadapté par rapport à quoi? Regardez ce qu'il a fait par rapport à là, vous lui permettez de monopoliser la parole. Si la réforme avait permis, Monsieur Kader, si la réforme avait permis de renforcer les comptes pouvoirs, nous on comprendrait que c'était une réforme majeure. C'est une réforme taillée sur mesure, comme on a déjà exclu tout le monde, pour donner un mandat long aux amis qui vont se retrouver quelque part. C'est le sentiment que nous avons. Alors, Jean-Marie Ouessou, oui. Les 7 ans répondent à quoi? Tout de suite. Le septennat là répondait à quoi? Alors, le président Talon... Permettez-moi de vous répondre. Il a qu'à conclure, vous avez tout le temps de répondre. Ça veut dire que le président Talon se trompe beaucoup de fois. Lui, il avait déjà dit qu'un seul mandat de 5 ans suffisait pour faire le job. Il a pris 45 jours en plus et il vient de faire encore... Il va finir les 5 ans, ça fait 10 ans et 45 jours. Et c'est maintenant, il trouve qu'il faut faire, il faut un mandat de 7 ans. Bon, oui, Jean-Marie Ouessou, allez-y. Et mon cher Kader, je voudrais dire à mon ami Eloge que ce qui crée de problèmes, très heureusement qu'il a dit, mais pas tel que je m'attendais à ce qu'il le dise. Le problème, l'obstacle au développement du Bénin, c'est l'élite. C'est les cadres. Et c'est cette incapacité d'appliquer et de mettre l'idée à la place. L'idée, c'est de l'abstraction. Hein. Je suis philosophe de formation. L'idée, c'est de l'abstraction. L'application, c'est autre chose. Et nous devons apprendre à quitter la subjectivité pour aborder l'objectivité. Je vous ai dit tout à l'heure que par rapport aux attributs du Sénat, j'ai mes appréhensions. Quand je prends l'article 57 et 58, j'ai vu la réduction, comme le professeur Tokpa nous l'a dit, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif et législatif attribué au Sénat. Mais j'attends d'apprécier l'applicabilité. Mais je m'en vais dire à mon ami qu'en réalité, notre vrai problème dans ce pays, c'est de ne pas être en mesure. Et finalement, je dis, c'est la manière dont il faut carrément parfois évoluer. La démocratie telle que vous le parlez là, je l'ai dit, sur ce même plateau, dernièrement où je suis passé, on n'a pas besoin de la démocratie à l'européenne. La démocratie doit pouvoir être adaptable à nos réalités. Et la création du Sénat joue ce rôle que moi, j'ai toujours vu. Vous n'avez pas pour... D'ailleurs, le professeur Joël Aïvo l'a dit en février 2017, que la démocratie n'est pas toujours compatible au développement. Il n'est pas là pour vous contredire. C'est dans l'un de ces articles, ce que j'ai dit, vous pouvez écrire et aller sur votre moteur de recherche. Il a dit que la démocratie n'est pas toujours compatible au développement et l'Afrique n'a pas besoin de l'idéologie politique. L'Afrique a besoin de développement. Et je prends votre propre demeure. Quand vous rentrez dans votre demeure, si votre autorité est bafouée, la maison se retrouve en décadence. Et quand nous venons, moi je suis parfois tenté même de demander que l'Afrique retourne à la royauté. Ce qui permettrait, et organiser bien sûr, un peu comme la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, oui, ce qui permettrait réellement de canaliser notre développement. Parce que tous les pays, et je vous défie de me sortir où que ce soit, je vous défie de me dire que tous les pays appelés pays développés aujourd'hui ont connu leur développement sous un régime démocratique à nous, notre manière. Ils n'ont pas connu, d'abord, ils n'ont pas connu le mot démocratie avant de se développer. C'est après le développement qu'ils ont parlé de comment on appelle, de démocratie. Alors, pour le bien du Bénin, moi, je dis tous les moyens qu'on peut utiliser, qui ne sacquent quand même pas la liberté individuelle et la liberté du peuple, il faut l'appliquer, mais dans la stricte dans le strict besoin de notre développement, dans le strict besoin, n'est-ce pas, de notre culture, et puis le pays va évoluer. Nous, on a plus besoin de développement. Il a fallu que le président Patrice Talon, après ce rejet de la révision des constitutions, joue au fou. S'il n'a pas joué au fou, les résultats que tout le monde apprécie aujourd'hui, on ne l'aurait pas. Aujourd'hui, il y a la digitalisation du service public où pour chercher mon... Nous voulons faire le bilan de allons-y. On veut parler de la Constitution. Laissez-le. Pour chercher mon casier judiciaire, puisque je suis né à Saint-Yenado, je devrais aller à Abomey aujourd'hui, à Cotonou, je peux l'avoir. Et nous avons, bien sûr, nous avons besoin d'adapter la Constitution aux besoins. Je vais conclure, parce que là, vous avez parlé des mandats prolongés. Ce n'est pas mandat prolongé pour des amis. Nous avons vu ce que le président Patrice Talon a fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est de votre droit et c'est de la démocratie comme vous le souhaitez. Mais il y a des gens dans le peuple, mais des gens qui n'ont même pas mis pied à l'école, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle démocratie, mais qui disent, si cela ne tenait qu'à eux, on allait prolonger le mandat du président Patrice Talon parce que ce qu'il a fait, c'est inédit. Alors, prolonger un mandat présidentiel
Et pourquoi vous n'avez pas peur d'aller Laissez-moi devant le terminer. peuple? 7 ans renouvelables, 7 ans renouvelables une fois, ça 14 ans, réellement permettrait, si quelqu'un a un programme à présenter, d'exécuter son programme. Et le président Patrice Talon, avec tout ce qu'il a institué là, a mis fin à l'incohérence politique par rapport au développement. Hein. Vous prenez son PAG, par rapport à son projet de société, il y a de l'incohérence. Et cette incohérence, et c'est ça qui a donné le résultat que nous avons vu. Cette incohérence, nous avons besoin de cela pour évoluer pour le développement. Cohérence. Cette cohérence, nous en avons. Lui-même ne sait pas de quoi cette cohérence, nous en avons besoin. On peut faire de lapsus. Hein. Non, je suis d'accord. Alors, j'ai fait de lapsus lingué. J'ai fait de lapsus lingué. Alors, cette cohérence, nous en avons réellement besoin pour pouvoir évoluer, pour atteindre le niveau de développement. Et ce niveau de développement qui ne bloque pas. Même cette proposition dans l'article 58 que j'ai lu tout à l'heure, c'est pour éviter les blocages politiques qui empêchent le développement. Merci à vous, Jean-Marius Ouessou. Eloge Les Aimés, pour conclure, une dernière question. Pour la première fois en Afrique, on a un président de la République qui est au pouvoir, qui est en fin de mandat, et il y a une révision de la Constitution, mais qui ne prolonge pas, lui, son règne, qui n'offre pas un troisième mandat, mais qui quand même fait des refontes pour mettre la politique au service du développement. Ah ben, si vous dites ça, et je ne suis pas totalement d'accord. Vous êtes d'accord en partie? Oui, bon, parce que ce n'est pas lui, physiquement, mais c'est son parti, ou bien ses partis, qui vont encore continuer. Parce que vous comprenez, ce n'est pas. Il ne devrait pas continuer. Je ne dis pas non. Il faut que c'est le peuple qui décide. Donc, quand vous me dites qu'il est en fin de mandat, et il est partant. Il est partant, c'est pourquoi il dit c'est lui qui a même désigné celui qui va continuer le. Non, c'est faux. C'est les partis politiques. Les partis politiques vous disent le contraire. C'est les partis politiques qui ont désigné. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais nous, ce que nous observons, nous sommes libres aussi de dire ce que nous constatons. Monsieur Kader, j'ai l'impression que Monsieur Ouessou n'a pas compris de quoi nous parlons. Ah bon? De quoi nous parlons? Il y a le contenu de ce qu'on a fait, le temps et le processus. Si M. Ouessou pense que tel que ça s'est passé, c'est bon parce que pour eux, le Bénin a été inventé par le président qui est là, c'est lui seul qui connaît tout ce qui devrait être bon pour le pays sans que les autres ne doivent pas être consultés. Là, moi, je suis inquiet. Mais est-ce que c'est une initiative du gouvernement? Ce sont les parlementaires, les députés, qui dans une grande majorité ont porté ce projet de loi. Des députés au sein desquels vous avez des parents, vous avez des amis. Oui, nous sommes ici dans le pays et nous connaissons les deux qui ont porté. Les deux qui ont porté. Ils ne sont pas que deux à avoir voté autant. Mais Kader, vous savez 90. Même trois parmi les démocrates ont voté. Vous savez comment ils ont contesté. Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Les gens pour qui vous attribuez un vote, les députés, ils ont contesté ce vote. C'est dangereux pour la République. Vous êtes sûr? Mais ils ont fait des émissions, vous n'avez pas vu. Ils ont même fait conférence de presse pour dire qu'ils ont contesté. Et pour faire foi à ça, on regarde quoi? On regarde les faits. On a vu, même les gens, ils ont montré des tableaux où on a barré un 18 pour remplacer les pictogrammes étaient au nom de 19. Mais de toute façon, il y a un problème. Non. Il y a un problème. Vous avez été enseignant. Est-ce que vous n'êtes jamais arrivé vous cherchez le coup sur la tête du show. Pour conclure, Monsieur Ouessou, pour conclure, nous devons militer pour des réformes concertées. D'accord? Guidées par l'intérêt général et non pas les urgences du pouvoir. Parce que ce qui nous réunit tous et ce qui garantit notre avenir commun, c'est la démocratie. Et comme je vous ai dit, la Constitution engage notre avenir, même ceux que vous défendez aujourd'hui. On ne sait jamais. Ils ne seront pas éternellement là. Quand d'autres viendront, si on avait milité tous pour la transparence et la démocratie et le renforcement de l'état de droit, eux aussi seront protégés. Mais quand on est là, on pense que, parce on fait tout, parce qu'on a le pouvoir public en main, et on veut s'imposer aux autres sans concertation, là, il peut générer des crises. Moi, j'en appelle seulement à la démocratie. Qu'est-ce qui empêche d'instaurer d'abord un dialogue, un dialogue sur cette révision avant d'engager la révision? Merci. Vous avez vu comment ça s'est passé, non? On a dû arrêter le dépôt des candidats aux élections législatives avant d'introduire cette réforme. Ça ne vous dit rien? Du tout pas. Merci à vous, Eloge Les Aimés. Jean-Marius Ouessou, pour conclure. Oui. Alors, je remercie d'abord mon cher Eloge, je vous remercie.
sa réaction participe de la démocratie, mais je voudrais l'inviter à lire le texte voté. C'est sur la page de... Il faut lire ça sur BIP ou sur Matinal, la transcription exacte du président de la commission des lois. C'est dit à propos du journal officiel? Je voudrais vous dire ceci. Je voudrais vous dire ceci. Si vous lisez, vous n'avez pas lu le contenu. Le contenu, vous ne pouvez pas en parler parce que vous n'avez pas lu, vous l'avez avoué tout à l'heure. Le processus par rapport au processus, le processus est dangereux. Pour moi, les députés, pour moi, les députés sont les représentants du peuple. Et chaque député va dans sa circonscription, il sait comment il travaille avec sa base et ils ont rendu compte en fonction de l'urgence. Et moi, je dis qu'il y a d'urgence. L'urgence, par rapport à cela, c'est désormais d'installer un système qui participe au développement durable. C'est vrai, on peut parler de procédure, parler de tous les Français que nous voulons. J'insiste, le contenu participe à quoi? Je conclue pour dire, le choix des partis de la mouvance est un choix. Le choix, le choix. Il est très taquin. Il est très taquin, oui. Le choix des partis de la mouvance pour les présidentielles, un choix de raison pour ce peuple. Vous avez parlé de tout ce que le président Patrice Talon a fait tout à l'heure. L'architecte qui a participé à mobiliser les ressources pour atteindre ce résultat pour nos Romiat Ouadaï. Et donc, vous avez été membre de l'UPR, vous avez dit, et vous savez très bien que le président... Vous avez dit ça tout à l'heure. Et vous savez très bien que le président Djogbenou n'est pas sans ambition. Il y a d'autres qui ont d'ambition, mais ils ont dû taire leur ambition pour le bien de ce peuple. Et c'est ce patriotisme qu'ils ont manifesté, c'est de ce patriotisme que nous avons besoin, et non de l'idéologie de défense de régime en un point fini. Le développement du Bénin prime surtout, et même sur la démocratie. Merci à vous, Jean-Marius Ressou. On aura d'autres occasions pour en reparler. Je rappelle que vous êtes maître S-lettres de philosophie, spécialiste de l'éthique et de la politique, acteur politique, soutenant la gouvernance du président Patrice Talon. Merci également à Eloge Semassa Lizemé, qui est professeur certifié de sciences physiques et il est également syndicaliste, acteur politique, en désaccord, si on peut le dire ainsi, avec la gouvernance de Patrice Talon depuis sa démission d'un des partis soutenant la position du gouvernement. Toujours sur les points qui ne sont pas convaincants. C'était le débat matinal de ce matin. Merci à vous, chers amis internautes. On remercie à la régie Orience Romaro pour la technicité. C'était le débat matinal, chers amis internautes. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE.